Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour le rendez-vous du 20h de la télévision du Burkina. Au menu de cette édition de l'actualité, le président nigérien au Burkina depuis cet après-midi, Mamadou Issoufou, parrain de la 12e promotion des élèves officiers de l'Académie militaire Georges Namoiano, a assisté à la remise d'épaulettes de sous-lieutenant à ses filleuls à Pau. La pénurie de gaz refait surface sur le marché burkinabé. Les consommateurs pensaient avoir fini avec ce cauchemar. Dans ce journal, les explications de la Sonabi. Et nous irons en Côte d'Ivoire pour le procès des 5 militaires pro-Gbagbo accusés de génocide, d'enlèvement et d'atteinte à la sûreté de l'État. La défense note des contradictions et demande des preuves. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Le président de la République du Niger est au Burkina. Le parrain de la 12e promotion des élèves officiers d'active de l'Académie militaire Georges Namoiano a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou cet après-midi par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw. Mamadou Issoufou place cette sortie sous le signe de l'espoir dans un contexte sous-régional marqué par des crises. Moumouni Soubega était à l'aéroport pour nous. C'est aux environs de 14h45 GMT que l'avion du président de la République du Niger a foulé le sol du pays des hommes intègres. À sa descente, il est accueilli par le Premier ministre burkinabé Luc Adolphe Thiaw. Après les salutations d'usage, place à l'entretien au salon d'honneur. Mahamadou Issoufou arrive au Burkina Faso en tant que parrain de la 12e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau et il place l'événement sous le signe de l'espoir. C'est une école qui forme beaucoup d'officiers de la sous-région. Il y a même des Nigériens qui sont formés dans cette école. Je peux dire qu'on peut considérer que c'est sous le signe de l'espoir que de plus en plus nous aurons de jeunes officiers patriotes qui vont défendre la sécurité de notre sous-région, contribuer à cette défense, surtout compte tenu du contexte que vous connaissez. Nous avons une sous-région un peu mouvementée et nous pensons que de plus en plus les forces de défense et de sécurité auront un rôle très important à jouer dans la perspective de créer les conditions de la sécurité de nos différents pays. C'est ce soir même qu'intervient la sortie de cette 12e promotion des élèves officiers d'actifs à Pau et Mahamadou Issoufou assistera à la cérémonie aux côtés du président du Faso, chef suprême des armées burkinabé. Le président nigérien a effectivement assisté tout à l'heure aux côtés du président du Faso à Pau à la remise d'épaulettes de sous-lieutenant aux élèves officiers de l'Académie militaire Georges Namoiano. La 12e promotion baptisée à l'instant même promotion citoyenneté par le président du Faso compte 44 stagiaires venus de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont 30 stagiaires burkinabés et 2 Nigériens. Nous aurons plus de détails sur cet événement dans nos éditions de demain avec notre équipe de reportage sur place à Pau. Nous nous rendons à La Haye pour la suite des plaidoiries du Burkina. Au 2e jour, les experts et consultants du Burkina sont revenus à la barre pour donner des éléments historiques et juridiques sur le tracé de la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. L'avocat du Burkina, qui avait déjà plaidé la cause de notre pays dans le litige frontalier Mali-Burkina, a étayé ses propos sur la base de documents de l'époque coloniale et sur des faits historiques pour défendre le tracé. Objet de discussion, Roger Kam et Alfred Nikema nous donnent des précisions. Le 2e jour des plaidoiries orales a permis aux avocats de la partie burkinabé de se fonder sur l'histoire et sur les textes pour préciser les points d'accord et de désaccord qui ont du reste amené les deux parties à se référer à l'arbitrage de la Cour internationale de justice de La Haye.
La délégation nigérienne qui a suivi les différents exposés a tout aussi précisé que les deux pays se sont référés à la Cour internationale de justice par souci de trouver une solution durable et définitive à un litige qui ne devrait en rien attacher les bonnes relations de coopération entre nos deux États et au-delà, les peuples burkinabés et nigériens. Du fait de notre histoire commune ayant été tous les deux sous le commandement colonial de la France, il a pu arriver que nous ayons été dans un même territoire, comme il a pu que nous soyons séparés. Et tout cela a induit des situations qui créent quelques petits problèmes de gestion de localités à la frontière. C'est parfois des gendarmes du Niger qui se retrouvent du point de vue des Burkinabés en territoire du Burkina Faso. C'est parfois une école qui est créée par le Burkina dans un village que réclame le Niger. Et au quotidien, cela cause quelques problèmes qui induisent des palabres qui sont inutiles. Et depuis 1964, nos deux pays ont décidé à prendre à bras le corps ce problème en mettant en place une structure qui a été chargée de lui trouver une solution au moyen de l'abornement de la frontière. Mais si sur les deux extrémités, c'est-à-dire vers la région de Saï et de l'autre côté à la frontière du Mali, on a pu avoir une entente très facile qui a été matérialisée par des bornes sur le reste du tronçon, soit entre ces deux points que je viens d'indiquer. Nos experts ne se sont pas entendus. Les autorités ont par moments pensé qu'elles se sont entendues, puis cela a été remis en cause. Et de guerre lasse, donc, nous avons décidé à partir de 2009 de saisir la Cour. Elle va rendre un verdict. Quel qu'il soit, nous sommes convaincus qu'il sera accepté et par le Burkina et par le Niger, et cela rendra notre relation encore plus facile qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, encore que jusqu'ici, elle a été de plus aisée. Et dans mon propos, je rendrai hommage à la qualité de la relation très singulière qui unit nos deux pays et qui unit par ailleurs d'ailleurs nos deux chefs d'État. C'était donc là la première phase des plaidoiries orales du Burkina Faso. Le Niger passera jeudi et vendredi prochain et c'était à La Haye, Roger Kam et Alfred Nitiama pour la télévision nationale du Burkina. Nous revenons au Burkina pour parler diplomatie avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale qui était ce matin face aux ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités au Burkina Faso. La situation politique au Niger et au Mali, l'évolution du processus de médiation et les conséquences de cette crise malienne sur le Burkina ont été entre autres les points abordés au cours de ces échanges. Tanga Kafando a suivi la rencontre pour nous. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, a fait aux ambassadeurs et aux corps diplomatiques accrédités auprès du Burkina Faso le point sur l'évolution du processus politique de règlement des crises au Mali. Ce qu'on peut retenir, que le président de la République par intérim, M. Dioncourt Traoré, a recouvré la plénitude de ses attributions présidentielles. Et surtout, il a obtenu un consensus de la classe politique, de la société civile, aussi des forces armées. Il est reconnu aujourd'hui comme le président de la République. Il devient par conséquent l'interlocuteur avec l'extérieur, en particulier avec la CEDEAO. Au Nord Mali, la dernière évolution de la situation, c'est la remise de la plateforme de revendication par le MNLA au médiateur de la crise, le président Blaise Compaoré. Le président du Faso a souhaité que le gouvernement de transition puisse désigner des interlocuteurs avec lesquels nous pourrions faire évoluer cette piste de la recherche d'une solution négociée de paix. Nous avons parlé de la nécessité évidemment d'accélérer le processus, d'amener les parties maliennes à adhérer à ce dialogue de paix, à faire en sorte que tous les Maliens qui au nord ont pris des armes pour poser des revendications à caractère politique
que ces Maliens-là puissent se retrouver dans le cadre d'un Mali unifié pour pouvoir envisager la recherche de solutions aux causes problèmes, aux causes profondes qui minent le Nord Mali. Djibril Bassolé a également évoqué la situation de sécurité au Burkina, surtout dans sa partie frontalière avec le Nord Mali. Le ministre a rassuré quant à l'efficacité du dispositif sécuritaire mis en place par le gouvernement burkinabé. Le président du Faso, qui est le chef suprême des armées, a ordonné à l'état-major général de déployer un volume de 1000 combattants, de 1000 soldats dans cette zone de notre pays. Ce déploiement est en cours. Je pense que d'ici la fin de l'année, tous les axes pourront être sécurisés et toute la zone pourra être absolument contrôlée. Et sur le fait que le nord du Burkina aurait été déconseillé par des représentations diplomatiques aux ressortissants de leur pays, le chef de la diplomatie burkinabé réagit. Je pense qu'ils l'ont fait sur la base des recommandations qui leur avaient été faites par le ministre de l'administration territoriale, d'observer bien sûr beaucoup de prudence. Mais au stade actuel, je pense qu'il nous appartient à nous, État du Burkina Faso, et c'est le sens du message que je leur ai porté aujourd'hui, de prendre l'ensemble des dispositions visibles et sûres qui puissent garantir la libre circulation des personnes et des biens, mais surtout de nous assurer qu'aucun enlèvement ne pourra s'opérer dans cette zone. Selon le ministre, ces derniers développements ne modifient pas substantiellement le plan du médiateur Blaise Compaoré pour ramener la paix et restaurer l'intégrité du territoire au Mali. Et la démocratie en Afrique en général et dans la sous-région en particulier, mise à mal par les crises à répétition, ne laisse pas indifférentes les forces armées nationales. La Grande Muette dans la sous-région a son mot à dire sur l'impact de la situation sécuritaire dans les processus démocratiques en Afrique de l'Ouest. Les chefs d'état-major du Bénin, du Togo, du Niger, du Mali et du Burkina réunis à Ouagadougou ont identifié les menaces à la sécurité et les aspects de coopération à développer pour les combattre. Frédéric Etienne Bassenga. Ce que l'on doit retenir de ce colloque des états-majors des armées de la sous-région ouest-africaine est la volonté affichée de renforcer la coopération sécuritaire entre les différents États. Échange d'expériences, identification des menaces à l'horizon et la recherche des aspects de coopération sur lesquels l'accent doit être mis pour assurer la sécurité dans la sous-région. Voici ce à quoi se sont attelées les délégations du Togo, du Mali, du Bénin, du Niger et du Burkina Faso durant ces 48 heures. Aujourd'hui, l'histoire du Mali est marquée par des événements douloureux consistant en l'occupation de plus de 2 tiers du territoire par des groupes islamistes. Cette phase douloureuse de l'histoire du Mali que nous traversons actuellement est telle que ce thème est d'une importance capitale pour le pays. Comme vous le savez, nous avons l'actualité brûlante qui porte sur la situation au Mali, mais il y a également d'autres menaces qui structurent l'environnement sécuritaire de la sous-région, notamment tout ce qui se passe dans le golfe de Guinée, dans le delta du Niger, dans le désert, dans le Sahel. Et ce forum a donc permis aux différents responsables de donner leur point de vue, de se donner tous les outils de réflexion sur cette problématique. À ce colloque sur l'impact de la situation sécuritaire sur les processus démocratiques en Afrique de l'Ouest, toutes les délégations ont manifesté leur soutien aux armées sœurs du Mali et de la Côte d'Ivoire pour les épreuves qu'elles traversent. La fondation Konrad Adenauer a par ailleurs annoncé un autre colloque militaire pour novembre prochain. Une rencontre qui sera une fois de plus axée sur la crise au Mali avec des discussions qui vont intégrer les dimensions régionales et internationales. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté hier 2 projets de loi portant autorisation de ratification de la souscription du Burkina à l'augmentation générale du capital 2010 de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une augmentation qui devrait permettre à la BIRD d'accomplir plus efficacement sa mission de développement. Les temps forts de cette plénière avec Kwame Bama et Anna-Lucie Kéry. C'est à l'issue de quelques questions de forme et d'éclaircissement, adressées notamment au ministre délégué chargé du budget, que les députés ont adopté à l'unanimité
les deux projets de loi soumis à leurs sanctions, tout en s'interrogeant sur le sort qui sera réservé aux pays qui n'auront pas souscrit à l'augmentation sélective et générale du capital 2010 de la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Nous permettons à la Banque internationale de reconstruction et de développement, d'augmenter son appui à l'IDA. Et en conséquence, l'IDA pourra augmenter ses appuis aux pays qui accèdent, disons, à son guichet. Donc, nous avons avantage à y aller. Le ministre François-Marie Didier Zoundi poursuivra en soutenant que l'augmentation du capital de la BIRD sous la forme sélective et générale vise à renforcer les capacités d'intervention de la banque afin qu'elle puisse poursuivre la mission à elle assignée, à savoir lutter contre la pauvreté en fournissant des conseils, des dons et des prêts à taux concessionnels aux pays en développement. Pour ce qui concerne l'augmentation sélective, son premier objectif, c'est d'augmenter le pouvoir de vote des pays membres, notamment les pays en développement et les pays en transition, et accroître en tout cas leur représentativité au sein des instances de décision de la banque. L'adoption de ces deux projets de loi par la représentation nationale permettra au gouvernement de libérer la part du Burkina correspondant à 7,6 milliards de francs CFA qui doit être souscrite avant le 16 mars 2015. Cela fait 20 ans que le Burkina Faso s'est engagé dans la voie de la décentralisation. 2 décennies après, quel est l'état des lieux du processus au Faso? C'est le diagnostic que feront les acteurs dans chaque région, et cela du 9 au 25 octobre prochain. Le temps a été donné ce matin à Ouagadougou pour ces conférences régionales de la décentralisation en présence de Tanga Kafando. À cette cérémonie qui marque le lancement des conférences régionales de la décentralisation CORED, le ministre délégué chargé des collectivités territoriales, Toussaint Abel Coulibaly, a expliqué aux autorités et élus locaux de la région du centre, aux représentants des structures étatiques et privées, le bien fondé de ces rencontres. Il s'agit de donner à chaque région l'occasion de débattre d'un certain nombre de questions afin d'évaluer et d'améliorer le processus de la décentralisation enclenché depuis 1991. Les collectivités, nous en avons 351 en termes de communes et 13 conseils régionaux. Je pense que c'est largement suffisant pour faire en sorte que chaque Burkinabé, là où il se trouve, puisse être imprégné de la décentralisation afin de mieux apporter sa contribution, étant donné que c'est un processus participatif et que l'objectif est de faire en sorte que les populations elles-mêmes élaborent leurs projets, les mettent en œuvre avec l'accompagnement de l'État. La région du centre ouvre le bal après cette cérémonie avec sur la table un thème clé qui servira de feuille de route pour les travaux. Le thème porte sur le renforcement de la gouvernance locale et de la démocratie locale. Et c'est sur ce thème nous allons voir en fait qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comme je l'ai dit, et prendre les dispositions pour améliorer et pour que cette démocratie à la base soit effective au niveau du centre. Il est attendu de ces conférences des résolutions et le ministre a exhorté les différents acteurs y prenant part à des débats francs et à la mise en place d'un plan de suivi de ces résolutions. Difficile de se procurer du gaz depuis un certain temps. Les consommateurs burkinabés ont déjà vécu ce cauchemar et la Sonabi à l'époque a donné l'assurance qu'il n'y aurait plus de pénurie de gaz sur le marché. Que se passe-t-il donc pour que le gaz vienne encore à manquer? La nationale des hydrocarbures s'explique suivant le point de presse avec Drissa Seri. Le constat est là, implacable. Depuis plusieurs semaines, une pénurie de gaz butane sévit sur le marché. Selon son directeur général, c'est à son corps défendant que la Sonabi constate la situation. Les statistiques donnent 120 tonnes de gaz qui sortent chaque jour du dépôt de Bingo. Malgré tout, la tension persiste. Principal incriminé, la spéculation qui prévaut. Face à la crise, des dispositions ont été prises. De nouvelles mesures sont adoptées pour satisfaire le consommateur. Avec le service continu 24 heures sur 24, les choses devraient bientôt rentrer dans l'ordre. Nous n'avons pas connu de rupture. Il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas eu de rupture totale à la Sonabi. Si vous voyez, vous continuez à observer le balai de camions qui vont entre Bingo et Ouaga pour livrer le gaz. C'est vrai qu'au mois de fin septembre, les quantités livrées
n'ont pas été à la hauteur des attentes des distributeurs. Depuis lors, nous mettons les bouchées doubles pour rattraper ce retard. Nos équipes travaillent 7 jours sur 7 à Bingo pour remplir les bouteilles des distributeurs. Mais c'est vrai que lorsque les distributeurs constatent qu'il y a une diminution des bouteilles emplies à notre niveau, il y a beaucoup qui font de la spéculation. Ils retiennent les bouteilles et ils augmentent les prix. Si vous faites le tour, vous allez les points de vente, on vous dit qu'il n'y a pas de gaz. Quand vous voulez partir, on vous dit qu'il y en a, mais au lieu de 4 000, il faut donner 5 000, 6 000. Comme solution à même de juguler à long terme la crise, le directeur général de la Sonabi plaide pour un relèvement du prix du gaz. Cela afin d'éviter les effets pervers de la subvention. Il pense que le consommateur peut faire un sacrifice de 1 000 francs sur la bouteille de 12 kilos. Il faut que le consommateur sache que nous ne payons pas le prix au prix réel. Le gaz est fortement subventionné. Nous achetons le kilo de gaz dans les dépôts côtiers à 519 francs le kilo. Et nous le revendons à 260 aux consommateurs pour les bouteilles de 6 kilos. Vous voyez, même à moitié prix. Alors que nous l'achetons à 519 à Lomé-Cotonou, nous payons des droits au dépôt côtier, nous le transportons, nous payons la douane, les distributeurs prennent leur marge, les détaillants prennent leur marge et malgré tout, le prix est 2 fois moins cher que le prix d'achat. Ça veut dire que c'est l'État qui met 2 fois plus encore d'argent pour que le consommateur l'ait à ce prix. La vente des bouteilles dans le secteur informel, la tension de trésorerie à laquelle fait face la Sonabi, l'utilisation détournée du gaz butane, autant de préoccupations qui ont fait l'objet d'échanges. Autre voie à explorer comme solution à la crise, le privé pourrait disposer de centres remplisseurs. Sur le principe, la Sonabi ne s'oppose pas formellement, pourvu que les distributeurs remplissent les conditions. Nous ne nous opposons pas à ce qu'il y ait d'autres distributeurs privés. Il suffit de faire la demande aux autorités compétentes. C'est le ministère chargé de l'énergie qui peut décider de libéraliser donc ce secteur. En attendant, la stratégie préconisée par la Sonabi, c'est de ravitailler au maximum les points de vente pour arrêter la tension. Au département de l'action sociale, on parle efficacité dans la lutte contre la traite des personnes. Le Comité national de vigilance et de surveillance a inscrit cette préoccupation à l'ordre du jour de sa 2e session ordinaire, une session qui a ouvert ses portes hier à Ouagadougou, Yacouba Goro. Pour cette 2e session ordinaire du CNVS, le Comité national de vigilance et de surveillance, les participants vont travailler à mieux renforcer la coordination des actions de lutte contre la traite des personnes au Burkina Faso. Il s'agit, entre autres, pour ce comité d'examiner les rapports de lutte contre la traite des enfants et de proposer des orientations en vue de renforcer le mécanisme de collecte des données en matière de lutte contre la traite des personnes. Cette 2e session du Comité national de vigilance et de surveillance nous permettra de faire le point des activités de lutte contre la traite des enfants et également la traite des personnes adultes dans notre pays sur l'année 2011 et l'année 2012 et également d'échanger avec les acteurs du terrain. À terme, cette session va permettre à l'État et aux autres acteurs au développement de mieux coordonner leurs interventions en faveur de la lutte contre la traite des personnes. On ne peut cerner l'ampleur du problème que sur la base des informations qu'on arrive à recueillir. Au-delà des incidents particuliers qui sont signalés, la mise en place d'un système national de collecte d'informations pour servir de base de réponse est absolument important. Pour la période 2006-2011, près de 5000 enfants et 400 mères ont bénéficié de la protection de divers acteurs. Placée sous le signe du renforcement des mécanismes de collecte des données en matière de lutte contre la traite des personnes, cette session a connu la participation des gouverneurs des régions. Une initiative qui vise à créer une synergie d'action entre tous les acteurs au niveau déconcentré pour mieux dynamiser la lutte contre la traite des personnes au Burkina Faso.
Et puis ce communiqué pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement du mois de solidarité édition 2012 placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané, 6 au secteur 17 arrondissement de Boulmiongou, le vendredi 12 octobre 2012 à partir de 8 h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. C'est signé le directeur du protocole, le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougubari. Suite de ce journal, le 10e FERCIT met la question de la crise énergétique au goût du jour et propose des solutions à travers les innovations de l'édition 2012. Le FERCIT, au-delà des expositions des produits de la richesse, c'est aussi un cadre de réflexion. Et les ateliers scientifiques permettront aux chercheurs et inventeurs de partager leurs préoccupations du moment avec le grand public. La conférence inaugurale avec Ernest Kambiri. Cette conférence inaugurale a permis au secrétaire permanent du FERCIT, le Forum de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, de camper le décor sur les ateliers scientifiques de cette 10e édition du Forum. Les ateliers scientifiques, ce sont des chercheurs qui ont travaillé dans le domaine de l'énergie sur des sujets précis. Donc ils viennent faire le point de leurs recherches qui participent au développement et à l'avancement dans le domaine de l'énergie. La rencontre a permis à Clémentine Dabiré de revenir sur l'historique du FERCIT, ses missions et ses objectifs et d'évoquer le thème de la présente édition. Grand événement biennal dédié à la recherche scientifique et technologique, le Forum de 2012 se tient autour de la problématique de la crise énergétique sur le continent africain. Quelles solutions ? Abordant le thème, le secrétaire permanent du FERCIT est revenu sur quelques innovations exposées par les inventeurs, innovateurs et chercheurs à même d'apporter des solutions pratiques et simples aux contraintes et préoccupations des populations. L'électricité telle que nous le connaissons revient très cher. Donc les gens ne s'en sortent pas. Et aussi il y a le bois qui est beaucoup utilisé. Donc il faut arriver à réduire l'utilisation de ces bois-là. Le FERCIT 2012, c'est une vingtaine de communications prévues au titre des ateliers scientifiques ouverts au grand public. Également au programme de cette 10e édition, une soirée gala parrainée par la première dame du Faso et qui se veut une opération spéciale de soutien à la lutte contre la drépanocytose au Burkina Faso. La valorisation des résultats de la recherche est donc désormais le combat à mener et les acteurs du monde de la recherche en Afrique visent l'exploitation industrielle de ces produits, de l'invention et de l'innovation. Ils en ont parlé à Ouagadougou en marge du FERCIT Boukari Ouedraogo. Quand les inventeurs et les chercheurs ne sont pas à la maison du peuple pour présenter aux exploitants industriels le fruit de leurs recherches, c'est ici qu'ils se retrouvent à cette rencontre d'affaires pour avoir les clés et les leviers pour valoriser les résultats de leurs travaux. Ils sont environ une trentaine de chercheurs, inventeurs et innovateurs venus de l'Afrique de l'Ouest et centrale pour prendre part à cette 3e édition du Forum technologique organisé par l'Institut de recherche pour le développement et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Quand on cherche, je pense qu'il faut pouvoir apporter sa contribution au développement économique du pays. Il y a des résultats qui peuvent être exploités, qui peuvent faire l'objet d'une création d'entreprises. D'où justement l'idée de créer justement ce forum d'affaires qui met en relation les chercheurs et le monde économique. Un forum d'affaires axé principalement sur la présentation des offres technologiques et la formation des chercheurs, inventeurs et innovateurs à la protection des résultats de leurs recherches. Comment protéger ces résultats et comment discuter avec des entreprises. À cette fin, les 30 chercheurs d'Afrique de l'Ouest et centrale ont été invités à présenter leurs résultats en séance plénière devant un parterre de chefs d'entreprise. La deuxième journée a été consacrée à des rencontres d'affaires en tête-à-tête, des rendez-vous individuels avec les chefs d'entreprise et les chercheurs. Déjà, les organisateurs pensent à la 4e édition qui se tiendra dans un autre pays.
Et à Fadan Gourma, l'ambition de l'École nationale supérieure des ingénieurs est de former des ingénieurs compétents pour le secteur minier en particulier, en expansion au Burkina Faso. Et c'est le ministre en charge des mines qui applaudit cette détermination. Salif Lamoussa Kabouré était à l'ENSIF pour encourager corps enseignants et étudiants et s'imprégner des conditions de travail dans cet établissement. Abdul Rasmane Zongo. Constat, conseil et encouragement, c'est le sens de la visite du ministre Salif Kabouré aux acteurs de l'École nationale supérieure des ingénieurs de Fada. Les visiteurs d'un matin ont pu voir quelques salles de cette école, notamment les sections de cours théoriques et pratiques, pour s'enquérir des réalités de travail. Le secteur minier est en plein boom dans notre pays. Au-delà du secteur minier, il y a aussi le secteur de l'énergie, sur lequel on compte pour le développement de notre pays. Il y a donc un manque de ressources humaines dans ces deux secteurs. Voilà pourquoi j'ai tenu à rencontrer le professeur aujourd'hui, à rencontrer les élèves pour lancer un appel afin qu'on forme des étudiants, des ingénieurs de qualité qui peuvent donc être employés non seulement dans le secteur des mines, mais dans la société d'électricité, aussi dans tous ceux qui gravitent donc autour donc des entreprises minières. A également été privilégié un volet échange avec plus de 200 étudiants que compte cette école des ingénieurs, évoluant dans divers domaines. La vocation de cette école, c'est justement de former vraiment des ingénieurs, des techniciens ingénieurs assez qualifiés, avec beaucoup plus de pratiques qui permettent justement d'embrasser le secteur de l'industrie. En tant que pays minier en expansion, le Burkina Faso ne s'est pas trompé dans la création en 2010 de l'École nationale supérieure des ingénieurs de Fada. Elle augure des lendemains meilleurs à travers une formation locale adaptée et une valorisation des ressources humaines. J'ai fait le génie minier, option valorisation des minéraux. Et là, je prépare une thèse en caractérisation des minéraux. Quand on arrive dans la plupart des structures, là, les hautes fonctions sont occupées par des étrangers. Voilà. Et l'avènement de l'école est vraiment une aubaine parce qu'elle va permettre d'avoir des responsables aussi formés sur le plan local. Et pour le réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts, la reconnaissance des droits fonciers et forestiers de la femme en Afrique est un levier important de développement pour les femmes. Les forestières d'Afrique centrale et occidentale sont réunies à Ouagadougou autour de cette préoccupation. Yolande Lompo. 12 membres du réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts REFACOF, entourés de leurs partenaires venant des États-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne, se donnent des idées sur les stratégies et les pistes d'action à envisager dans l'avenir pour accroître et sécuriser l'accès des femmes à la terre. Créé en mai 2009, le REFACOF se donne pour mission de promouvoir les droits des femmes en Afrique et d'influencer les politiques pour une équité de genre en matière de tenue foncière et forestière. Deux grands résultats attendus. L'amélioration de la compréhension des textes et instruments juridiques qui existent et qui régulent la gestion des ressources naturelles dans leur ensemble, mais la gestion du foncier et des forêts en particulier. Et le deuxième grand résultat, c'est vraiment ces échanges d'expériences entre les pays. À cette rencontre, la première responsable en charge de la question du genre au Burkina Faso a été faite membre du réseau qui envisage de célébrer les prouesses des femmes rurales de l'Afrique le 15 octobre prochain. Avec le phénomène des changements climatiques et la dégradation accélérée des ressources naturelles, il est clair que le rôle des femmes en tant qu'actrices de la gestion et de l'utilisation des ressources foncières est très important. Au Burkina Faso, cette journée dédiée à la femme rurale sera commémorée en différé le 15 novembre avec pour thème autonomisation économique de la femme rurale. Mais en attendant, les participants ont 7 jours pour s'approprier les textes avant la tenue de leur prochaine rencontre qui se tiendra en 2013 au Libéria. Les plans d'action et les stratégies de développement des filières agricoles au Burkina en cours de validation. Les acteurs du monde agricole et leurs partenaires sont à la tâche à Ouagadougou. Des documents qui serviront pour la suite des actions pour le développement de l'agriculture burkinabé. Nyarkiteda. Le document qui fait l'objet de cette rencontre tient compte
des réformes politiques entreprises par le gouvernement depuis 1990 dans le secteur agricole. C'est un document élaboré à partir des stratégies nationales visant à assurer un lien harmonieux et dynamique entre la production et le marché en relation avec les structures compétentes du département de l'agriculture, d'autres ministères techniques concernés, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et d'autres acteurs du monde rural. Et la rencontre qui réunit ces différents acteurs a pour but d'amender et de valider le document en question qui doit dorénavant servir de guide pour la promotion des filières agricoles. Avec la concertation, tous ceux qui interviennent dans les filières ont essayé d'être organisés à travers la Direction générale de l'économie rurale pour présenter des documents qui permettent à ce qu'on ait une même vision et aller dans le même sens, une même synergie pour atteindre les mêmes résultats. Les conclusions des travaux devraient permettre de définir clairement une feuille de route axée sur l'accélération de la croissance fondée sur l'équité, l'élargissement des opportunités en matière d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour les pauvres. L'apport des TIC et Télécom au développement durable à travers l'économie verte. Le sujet est à l'ordre du jour d'une rencontre internationale sur la bonne gouvernance et les technologies de l'information et de la communication. Un cadre d'échange initié par l'ONG Talouet Yacoba Goro. Ils sont plus d'une trentaine à prendre part à cet atelier international. Un cadre de formation qui vise à mettre les TIC au cœur de la bonne gouvernance en vue de mieux promouvoir un développement durable. Au cours de ce séminaire, nous allons aborder sous deux angles. Un angle conceptuel où les participants vont apprendre cette méthodologie, connaître comment les TIC peuvent contribuer à développer un pays, comment les TIC peuvent contribuer au développement durable. Au cours de cette session de formation, les participants seront dotés d'une plateforme de gouvernance. Une plateforme qui va aider les citoyens à accéder en temps réel à l'information sur les services de l'administration. Elle va contribuer également à améliorer le fonctionnement de l'administration publique à travers la bonne gouvernance et la gestion durable des ressources. À l'issue de la formation, les participants vont être capables de savoir qu'est-ce que c'est qu'un plan sécurité, de savoir qu'est-ce que c'est que le développement durable et comment et quelle méthodologie utiliser dans le cadre d'un développement durable pour à la fois gouverner leur système d'information, gouverner leurs projets. Au terme de cet atelier, les participants repartent nantis de connaissances sur la bonne gouvernance. Des connaissances qu'ils pourront mettre à profit au sein de leurs entreprises. Et un mot sur l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Le comité d'organisation du Hajj 2012 et la compagnie Air Burkina rassurent les pèlerins. Les vols en direction de la Mecque débuteront bel et bien le dimanche 14 octobre et se poursuivront jusqu'au 19 octobre. Le directeur général d'Air Burkina précise que les vols partiront de Ouagadougou mais aussi de Bobo-Dioulasso. Toutes les dispositions sont prises pour le confort et la sécurité des pèlerins. Écoutons Sergio Rosa au micro de Sie Sylvestre. Je tiens aussi à rassurer la communauté musulmane et toute la nation que les vols vont démarrer le 14 octobre comme prévu dans le programme. Je confirme aussi que les vols seront effectués par des 747 des avions Boeing de gros porteurs et que l'équipe de l'avionnaire est déjà présente sur place avec ses forces. Il n'y a aucun problème au niveau de la Mecque, tous les slots ont été confirmés, donc tout le programme va se dérouler comme prévu. Il y aura, dans la période du 14 au 19, il y aura 8 vols, tous servis en 747. En sport, l'Union nationale des supporters des étalons veut faire du match Burkina Faso-Centrafrique un exemple de mobilisation. Pour ce faire, la structure peaufine sa stratégie, une stratégie dévoilée hier au stade municipal de Ouagadougou. À quoi ressemble cette stratégie? La réponse avec Jérôme Tiendrevego. Ce n'est un secret pour personne. Les étalons n'ont pas droit à l'erreur ce dimanche au stade du 4 août. La victoire est impérative. Une victoire d'un écart de 2 buts. Et pour pousser les étalons à la qualification, l'Union nationale des supporters entend jouer sa partition. La mission essentielle de l'Union nationale des supporters des étalons est de mobiliser l'ensemble des Burkinabés.
pour la cause des étalons. La tâche se mesure à la capacité de convoyer le maximum de supporters dans les gradins du stade du 4 août. C'est pourquoi nous en appelons à la mobilisation générale. Seule l'union sacrée autour de ces braves joueurs nous conduira à une victoire certaine. Dès l'ouverture des portes du stade, nous allons assurer une animation continue avec le soutien de nos partenaires habituels. Le président de l'UNSE, El Hadj Ablasse Yameogo, et son équipe ne veulent plus que les choses se déroulent comme par le passé. Ils prônent la solidarité du public, surtout dans les moments difficiles. Seule l'union sacrée autour de ces braves joueurs nous conduira à une victoire certaine. J'en suis certain. Je ne doute aucun instant de la volonté des joueurs à se donner à fond pour que cette qualification soit une réalité. La stratégie toute trouvée pour une mobilisation sans faille est la marée verte. Au public ouagalais devrait s'ajouter 600 supporters venus des 13 régions du pays. En sus, 3/4 de 70 places de la diaspora ivoirienne vont convoyer plus de 200 supporters pour intensifier le rôle du 12e homme dans cette opposition.